sa façon à soi de se sentir féminine. Je voulais en plus essayer d'aider des jeunes filles. J'avais envie d'une pièce qui serait portée par les femmes et qui allait aider d'autres femmes. Moi, à la base, je suis une personne créative. Je me suis jamais dit initialement, voilà, je vais faire une marque éco-responsable, et ça a coulé de source. Bienvenue dans Nouveau Modèle, une discussion avec des femmes inspirantes, créatrices, entrepreneuses, des femmes engagées pour faire bouger la mode. Elles ont tout un projet passionnant, certaines ont créé une marque de vêtements éco-responsables, d'autres s'engagent pour l'éducation, l'environnement ou encore l'artisanat. Mes invités militent pour une mode responsable et éthique, une mode qui ne détruit pas, car la mode traditionnelle peut être opaque, inhumaine et polluante. Dans Nouveau Modèle, on parle de mode évidemment, mais aussi de notre rapport à l'environnement, au corps, et on parle surtout de ces femmes engagées, de leur parcours, de leurs inspirations et tout simplement de leur vie. Je suis Chloé Cohen et aujourd'hui je reçois Charlotte Dereux qui a co-créé la marque Patine avec son associé Nicolas. J'ai découvert Patine sur Instagram, un peu par hasard pour être honnête, et ça a été le coup de foudre immédiat. C'est tout ce que j'aime, des sweats, des t-shirts, des basiques en fait, qui respectent des valeurs humaines et environnementales. Je suis tombée amoureuse de leur sweat rouge tomate en coton bio dont 40% recyclé. Je vous laisse aller jeter un œil sur leur site internet ou sur leur compte Instagram, vous allez adorer, j'en suis sûre. Et puis parce que j'aime beaucoup la présentation de la marque sur leur site, je vais vous lire un passage. Bonjour, nous sommes Patine. Chez nous, vous trouvez des pulls qui sentent la tarte aux pommes, fabriqués pour durer dans les meilleurs ateliers et avec des bons ingrédients éco-friendly dedans. Nous sommes fans de ceux qui changent le monde en y mettant du bon, du bien et du beau. Nous aimons la mode éthique pas boring et nous pensons que la mode durable doit toujours rimer avec désirable. Ça résume plutôt bien l'esprit Patine. Sinon, dans l'épisode, il y a plein d'infos. Avec Charlotte, on a parlé de son enfance, de sa grand-mère très coquette et de vintage. On est aussi revenu sur son parcours, sur les débuts de Patine et sur les valeurs de la marque. Charlotte n'a pas osé se lancer tout de suite, elle a attendu plusieurs années avant de sauter le pas et elle donne de très bons conseils pour celles et ceux qui envisagent de créer une marque éco-responsable. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Charlotte, je suis vraiment contente de te recevoir sur le podcast, que tu aies accepté l'invitation. Alors je vais résumer un petit peu ton parcours en 2-3 lignes. Donc tu as fait une école de commerce, l'ESSEC, et en même temps tu faisais les cours Florent en théâtre, c'est ça hein? Oui. Ouais. Puis tu as été rédactrice en chef pour un magazine qui n'existe plus aujourd'hui, je crois. Non, il est mort de sa belle mort. Ah, ok. Et ensuite, tu as bossé dans une agence de communication dédiée au luxe. Et en 2006, tu as rejoint Sarenza, le mastodonte de la vente de chaussures en ligne, comme directrice marketing. Ouais. Tu es restée 10 ans, c'est ça, chez Sarenza? Tout à fait. Ouais. Au début, c'était une mini start-up et puis après, c'est devenu un mastodonte. Ouais. Et quand je suis arrivée, on était moins de 20. D'accord. Et alors, comment tu as rejoint Sarenza? Qu'est-ce qui t'a séduit dans le projet? Alors, j'étais à l'époque en agence digitale où je m'occupais du média pour LVMH. Et donc, j'avais des comptes comme Louis Vuitton, Dior et aussi Sephora. Et en fait, j'aimais beaucoup la partie mode, image de comptes comme Louis Vuitton. Mais j'ai découvert le e-commerce avec Sephora et j'ai trouvé ça assez passionnant. Pouvoir mêler branding, marque et puis aussi comment on développe des ventes sur Internet. Et voilà. Et du coup, j'ai vu passer une offre chez Sarenza et j'ai mis mes chaussures porte-bonheur et j'y suis allée. Ok. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu retiens de toutes ces expériences? Parce que c'était vachement donc dans le luxe, la mode. Qu'est-ce que t'as appris, retenu de tout ça? J'avais abandonné le cours Florent en 2e année, voilà, et du coup ma consolation de pas être actrice, c'était de travailler dans la mode et voilà, et en même temps j'avais besoin de quelque chose qui soit stimulant, voilà. Et quand j'ai découvert le e-commerce et le monde digital, j'ai trouvé ça génial puisque tout était nouveau à l'époque. Et après, voilà, du coup, chez Sarenza, j'ai vraiment accompagné le développement d'une petite start-up en une grande boîte. Donc, ça veut dire tous les jours être créatif, avoir des idées, être tactique, inventer des choses. En même temps, moi, j'avais vraiment une envie de faire une belle marque. Donc, du coup, même si c'était un e-commerçant, j'étais passionnée par l'image, développer un studio de création en interne, avoir du sens, une vraie histoire à raconter. Et puis, la partie chiffrée, elle est aussi passionnante. Et puis, tout ce qui va avec aussi, le management. Puis quand on est une fille, on a toutes plus ou moins, moi j'avais un
bon syndrome d'imposture au début, et comme je suis rentrée très jeune dans la boîte et que j'ai grandi avec l'entreprise, tous les jours il fallait un petit peu que je prouve et que je me prouve que j'étais capable de manager une grosse équipe. Voilà, donc c'était à la fois très fatigant et en même temps passionnant. J'ai appris beaucoup. Et puis au bout de 10 ans, il fallait faire autre chose. Ok. Et j'ai lu aussi dans un article que quand tu avais 14 ans, tu découpais les séries mode des L et tu les collectionnais. T'as toujours la mode, ça t'a toujours intéressé? C'est toujours un milieu qui t'a... Vers l'adolescence, parce que moi j'avais pas extrêmement confiance en moi et j'étais un petit peu... J'étais assez sage et aînée de 3 enfants, un peu première de la classe, voilà, mais sans assumer tout ça. Et c'est vrai que j'ai trouvé avec le vêtement, avec la mode, une manière de prendre confiance en fait. Donc dans l'adolescence, ça m'a vraiment aidée. Plus en observation, du coup, quand j'avais 14-15 ans, parce qu'on peut pas faire ce qu'on veut, on n'a pas d'argent, enfin voilà. C'est sûr. Mais j'avais une maman quand même qui faisait très attention à comment on était habillés, qui comprenait que c'était important. Donc sans y mettre beaucoup d'argent, elle se débrouillait pas mal entre Zara, Monop et voilà. Et puis après, et surtout une grand-mère hyper coquette aussi, qui nous ramenait des choses de chez Jacadi, voilà, c'est Versailles, et qui avait un énorme placard, qui a toujours fait faire ses habits chez des tailleurs, et donc du coup qui m'a aussi fait donner cette sensibilité. Et puis après, quand je suis arrivée en école de commerce, c'est vrai que j'ai découvert la débrouille, comment on achète chez Guérissol une robe à 5 € et on la retape, même pour les chaussures, enfin tout ça. Et ça m'a vraiment donné confiance. Quand après je suis rentrée justement dans ce magazine qui s'appelait Bag et qui était un magazine de mode. C'est un milieu où il y a beaucoup quand même de paraître, mais qui est pas que nul, parce qu'il y a des gens hyper créatifs, doués, enfin voilà, j'ai adoré. Et le fait de pouvoir me débrouiller avec le vintage, cultiver mon goût et affirmer mon style, ça m'a aussi donné confiance pour aller dans ce milieu qui est pas forcément toujours très accessible. Pas évident. Et voilà. Exactement. Et du coup, c'est vraiment que, enfin, c'est un moyen. C'est bien sûr derrière, il faut avoir des projets, être animé par d'autres choses, mais c'est vrai que l'habit, pour moi, c'est la façon d'être, de se présenter, c'est un vecteur de com énorme. Enfin, on dit toujours quelque chose avec la manière dont on se c'est vrai, l'image qu'on renvoie. Oui, et même quand on décide d'avoir aucun look ou de pas faire attention à soi, c'est un choix qu'on fait. Enfin, donc du coup, voilà, ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Me découvrir et prendre confiance en moi grâce à ça. Okay. Et c'est encore le cas, même s'il faut que j'achète moins. Voilà. Et j'ai lu aussi que avant de lancer Patine, tu avais déjà créé plusieurs marques imaginaires, sans jamais aller plus loin, que tu avais dessiné des collections pendant tes congés maternité, sans oser y aller. Et quel a été le déclic pour que finalement tu décides de te lancer avec Patine? Qu'est-ce qui a fait que Patine, cette fois, tu t'es dit je vais aller au bout? Il y en a eu 2. Il y a eu le fait d'être à 10 ans d'ancienneté chez Sarenza, parce que même si j'aimais beaucoup mon boulot, c'était pas mon rêve de marque et de création. Un grand distributeur de chaussures sur internet, donc voilà. Et 10 ans, du coup, symboliquement, moi je crois pas mal au symbole, ou alors je me convainc que c'est important, et du coup je me dis non mais 10 ans c'est vraiment maintenant, il faut partir et tout ça. Et puis la deuxième chose, c'est Nico, qui est mon associé et qui m'a dit, qui m'avait entendu un peu. Il y avait eu une soirée d'équipe où j'avais bu un peu plus de vin que d'habitude, et donc j'avais répondu à la fameuse question de tu feras quoi après, Sarenza? Et je lui ai dit moi je montrerai ma boîte, c'est sûr, et tout, un jour où j'avais la flamme, et du coup il m'a dit quelques jours plus tard, franchement réfléchissons-y ensemble, si on trouve un projet, allons-y ensemble. Et donc là du coup je me suis dit ça devient concret, parce que à 2 c'est peut-être c'est plus facile d'oser, c'est travaillons sur le projet, si on tient quelque chose on y va. Donc voilà, donc 10 ans plus un associé, hop, c'est parti. Ok. Et tu as même dit que c'était le rêve de ta vie. Ah ouais. Ouais, complètement, parce que en fait il y a beaucoup de projets, je trouve. Enfin, on a tous des caractères, des sensibilités différentes, mais moi j'ai tendance à traîner des énormes valises de projets. Enfin, je tiens ça de ma grand-mère, je pense aussi, qui se balade avec des piles de journaux découpés pour nous, qui a toujours des milliards de projets pas très importants, de devoir trier ses photos, ranger ses placards. Enfin,
on s'encombre en fait. Et du coup, moi, je suis quelqu'un d'assez encombré, ce qui me plaît beaucoup parce que il y a plein de choses dont on s'encombre qui ressurgissent à un moment donné dans la création, dans les idées. Voilà, donc beaucoup de livres, beaucoup de lectures, beaucoup de journées de découpées aussi, beaucoup d'habits, fatalement beaucoup de tableau Pinterest et du coup ces choses-là c'est génial parce que effectivement ça peut, quand on en fait quelque chose c'est super, mais si on n'en fait rien c'est que de l'encombrement et le projet d'une marque de mode j'y avais réfléchi plusieurs fois, ça a pris différentes formes. Je lis énormément aussi, donc j'observais les marques naître autour de moi, les projets, voilà, et je me disais mais pourquoi j'ose pas quoi, il faut que je le fasse. Et du coup là c'est en vrai quoi. Donc, oui, et du coup, c'était quand exactement la date de lancement officiellement? Quand est-ce que vous avez lancé Patine? Alors, on a lancé le 21 juin 2017, donc il y a 1 an et 5 mois. Ouais. Et on était parti de Sarenza, donc début décembre, 6 mois avant. Ok, donc ça a mis 6 mois. 6 mois full time. Ouais, et avant ça, il y avait 6 mois où il y avait toujours beaucoup de travail sur notre travail existant, mais le soir, le week-end, on a pris en fait énormément de temps. C'était pas du temps extrêmement concret sur alors comment on fabrique le site, etc. Ça c'est à la limite, c'est pas le plus difficile parce que déjà, on a déjà fait beaucoup de e-commerce et puis une fois qu'on a une liste de to-do concrète, on coche, on y va. Mais c'est du travail, c'est tout. Mais en revanche, on a passé 6 mois à vraiment caler notre marque en disant il faut qu'on ait un projet fort qui nous tienne, qui voit loin, qui soit donc du coup qui va nous porter, même y compris les jours où ça va pas aller, parce qu'il y en aura et c'est long de créer une marque. Et puis aussi qui ait du sens et qui ressemble pas à quelque chose qui existe aujourd'hui et qui reflète exactement nos valeurs, nos envies, voilà, enfin fabriquer son rêve, enfin sans se mettre la pression, il faut que ça y ressemble un peu, quoi. C'est sûr. Voilà. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile au début quand vous avez donc décidé de lancer tous les deux Patine? Quelles ont été les premières étapes, les premiers défis auxquels vous avez dû faire face? Fabriquer des habits. C'est le plus dur parce que imaginer la marque, finalement c'était un gros travail de rigueur, de questionnement, mais au fond elle est hyper sincère et elle ressemble vraiment à nos aspirations et moi créativement ou en termes de voilà, enfin c'est très fidèle, c'est un prolongement, voilà, c'est un prolongement d'une personnalité, donc ça va. C'est plutôt on peut adorer la mode, il y a une vraie différence entre aimer et faire et voilà, et du coup c'est pour ça aussi qu'on a commencé en monoproduit en disant déjà comme nous, notre focus, ça va être la matière. On va devoir travailler une matière. Faisons simple, faisons déjà un t-shirt. Finalement, c'était pas si simple, donc on a bien fait de commencer par un produit. Et oui, c'était ça, parce qu'en plus, le monde de la fabrication est encore assez opaque. On trouve pas un annuaire en ligne avec malheureusement. Ouais. Voilà. Et du coup, le temps de comprendre, d'aller dans les salons. Première vision notamment, et puis finalement on a compris qu'il fallait se déplacer, donc on est parti au Portugal. Le jour où on est allé rencontrer les gens, déjà c'était beaucoup plus simple, faire les premiers protos, comprendre comment ça marche, fabriquer un dossier technique, c'était vraiment ça les étapes passionnantes parce que tout est nouveau et c'est génial quand on découvre des choses, mais c'était ça le plus ardu. Ok. Et vous avez dû du coup vous entourer de personnes qui avaient d'autres compétences que les vôtres, j'imagine, pour dessiner, pour ce genre de choses. Oui, avec plus ou moins de succès parce qu'on tâtonne aussi. Donc quand on sait pas forcément exactement, enfin c'est la beauté de pas être des robots. Mais du coup, oui, à force, là maintenant, on commence à avoir un entourage vraiment, vraiment chouette. Et puis aussi le projet, comme il prend corps, il attire des personnalités qui ressemblent à Patine et vraiment animées par l'envie de faire des choses chouettes et avec du sens. Donc ça, c'est super. En pratique, pour le t-shirt, moi j'ai fait le style. Parce que en fait le problème c'est pas tant je sais vraiment ce que j'aime et en plus notre marque on a décidé de pas la construire sur un ego de créateur parce que j'en suis pas du tout là, mais sur par ailleurs je comprends très bien une vision créative qui a envie d'être exprimée dans les vêtements, c'est pas le problème, mais nous notre projet c'était de croiser vraiment une marque qui a des balises claires de on est plutôt cool, effortless, tu vois comment je suis habillée aujourd'hui, voilà.
les gens vont croire que je suis en jogging, en chaussons, c'est ça? Non, elle n'est pas en jogging. Mais du coup, à la cool, assez inspirée des US, avec qui va piocher dans le vintage, et en même temps croiser ça avec les envies de notre communauté. Et ça, c'était vraiment fondamental. Du coup, le style, comme c'est un résultat de ces deux choses-là, on a pu avancer seul. Ouais. Là où c'était plus difficile, c'était de trouver les bonnes personnes qui vont nous permettre de sortir une super qualité, aussi bien sur la partie tricotage, matière, que sur la confection. Et puis comment on fait un tableau de mesure, comment on fait une gradation, enfin tout ça c'était pas facile. Donc voilà, là on a eu un petit peu d'aide, mais c'est trop marrant de voir en un an tout ce qu'on a appris sur ce sujet, c'est dingue. Et donc pour rentrer dans le détail de Patine, donc c'est une marque de t-shirts, de sweats et bientôt de jeans. Oui, j'ai vu ça sur le site aussi. Des essentiels, donc éco-responsables, qui vieillissent bien, qui durent dans le temps, qui ne sont pas jetables. Donc tout le contraire de la fast fashion en fait. Oui. Est-ce que j'ai bien décrit Patine? Tout à fait. Ouais. Et en ligne uniquement. Ouais. Parce que c'est ça qui nous permet d'expliquer, de raconter tout en détail, ce qu'on n'arriverait pas à faire juste sur une étiquette dans un magasin multimarque. Et puis aussi du coup vraiment focus sur les matières et une catégorie d'habits l'une après l'autre en fait, tranquillement. Donc ouvrir peu à peu le vestiaire. On a commencé par le jersey pour faire des t-shirts, ensuite on a développé la matière de sweat, le fleece, on dit molleton en français, c'est mignon. Et ensuite bientôt le denim. Et puis là on travaille, il y a plusieurs développements en cours, des nouveaux jerseys, des nouveaux molletons justement, pour pouvoir faire des choses complémentaires, le tissu aussi, donc ce qu'on appelle le chêne et trame, c'est tout ce qui va nous permettre de faire des robes, des jupes, des tops dans des tissus qui se tiennent. Et puis peut-être un jour de l'accessoire. Enfin, on a un petit tableau, on a une petite Google Sheet pour ceux qui travaillent sur Google avec, ça s'appelle Product Wonderful List. Et dedans, il y a 250 idées. On peut pas tout faire, mais au moins il y a la perspective, quoi. On s'ennuiera pas. Et avec cet ADN de marque, comment vous avez réussi à trouver votre place sur le marché du vêtement, de la mode, parce que c'est quand même un milieu hyper compétitif. Donc comment vous avez réussi vous à vous distinguer, à faire votre place? Bon, déjà, il faut préciser à tes auditeurs qu'on est minuscule, donc qui viennent, qui s'abonnent, parce qu'on est encore tout petit. Donc notre place, je sais pas, c'est encore très frais. En revanche, ce qu'on a, je pense, réussi à faire grâce aux gens qui nous ont suivis, c'est d'avoir une communauté, en fait, plus que des clients. Ce qu'on a fait, et d'ailleurs, je pense que de plus en plus de marques le font aujourd'hui, et c'est très bien, c'est que on a démarré, on a communiqué sur notre projet très tôt, avant même que le site soit lancé, avant même que le premier t-shirt soit lancé. Et du coup, on n'avait pas grand-chose à dire à part la vérité qui était on en est là, le développement c'est ça, de quoi avez-vous envie, nos inspirations aussi en termes de mood board, nos influences, d'où on vient, ce qui nous touche, c'est ces images-là, ces références-là. Et du coup, on a rassemblé des personnes autour de notre projet. Et ça, je pense que c'est le plus précieux parce que quand on a un petit noyau qui y croit à fond avec nous, déjà nous, ça nous a porté de ouf. Et ensuite, c'est des gens qui partagent, qui en parlent de manière animée, qui racontent la marque. Donc en fait, on a des ambassadeurs et plus que des clients. Et peut-être que ça nous a fait émerger. Donc, je pense que c'est une des premières choses. Okay. Ensuite, on a eu beaucoup de chance avec le print de La Boom parce que, c'était pas, on peut jamais préméditer qu'un t-shirt va fonctionner ou non. Mais celui-là, il a touché notre communauté justement parce que il faisait référence à nos booms de quand on était petit, au film, Et ça a touché toutes les générations, les mamans qui en parlent à leurs filles, et ça nous a vraiment aidé à être vus sur Instagram, qui est notre canal de visibilité principal, puisque sans faire de pub, en fait, il y a qu'Instagram qui est possible. Ça, et envoyer des mails, il faut collecter une base pour se faire connaître. Donc je pense que c'est un peu les deux premières raisons que je verrai. Okay. Peut-être après en 3, mais un peu moins fort, c'est peut-être le fait de parler d'éco-friendly de manière assez différente de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Que ça, c'est ton sujet, tu pourras me faire ton analyse. Exactement. mais je suis entièrement d'accord, votre communication sur le sujet, elle est hyper intéressante. En fait, elle est surtout, encore une fois,
aligné avec ce qu'on est, c'est-à-dire pas des premiers foudres d'écologie il y a 10 ans, pas non plus élevés dans cette pensée-là, et pas par rejet, mais plutôt par désinformation. Et du coup, en fait, on est vraiment persuadé que personne ne fait exprès de pas être éco-friendly. Il y a peut-être 2-3 malfaisants sur Terre, mais voilà, et que c'est surtout une question d'être sensibilisé de manière juste au sujet, d'être informé et de comprendre à quoi ça sert, en fait. Parce que quand on comprend, on a forcément envie de faire. Enfin, c'est vraiment... Et comme les gens sont intelligents, et du coup, quand on partage, nous, nos propres découvertes sur ce sujet, et que peu à peu, on est complètement convaincu de ce qu'on fait, c'est ça peut-être qu'on arrive à transmettre. Donc à parler aux gens qui sont pas déjà le point levé et avec arriver à faire 500 grammes de poubelle par mois, ils n'en sont pas là, mais en tout cas ils sont touchés par le sujet de manière différente, et voilà, peut-être que ça aussi c'est une de nos clés pour émerger un peu sur ce marché. Puis après, en vrai, il y a quand même beaucoup de place parce qu'on achète encore beaucoup d'habits, et donc peut-être que il y a encore de la place pour des jeunes marques. Oui. Et justement, j'allais te demander d'où vient cet engagement pour le responsable, pour la mode durable. C'est une pure opportunité marketing. Non, je plaisante. En fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, en fait, comme moi, ça fait très longtemps que je rêve de monter une marque, ce projet, il évolue avec notre maturité, et du coup, en fait, j'avais un petit problème, c'est-à-dire que donc Nicolas, mon associé, il voulait monter une marque avec du sens et se sentir utile. Mais la mode, c'était pas forcément sa passion. Et moi, je me voyais pas faire autre chose. J'ai essayé, on a travaillé une journée notamment sur une boîte de bureau debout. Ouais. Et puis en fait, le soir, je me suis dit non mais c'est pas possible, c'est pas du tout moi. Je vais partir au bout de 2 mois, voilà. Donc il y avait que ça qui m'intéressait. En même temps, il y avait un paradoxe qui était qu'est-ce que je vais apporter sur ce sujet qui est déjà saturé, y a plein de créateurs que j'adore, j'arrive à m'habiller entre le vintage, des ventes privées invitées par les copines à droite à gauche, voilà, en se débrouillant, puis avec mon placard, donc je voyais pas à part de l'ego, en fait, on en a tous un peu, enfin, bien sûr, avoir une marque créée sur l'étiquette, c'est le kiff, mais je me dis ça suffit pas, en fait. Et en parallèle, on avait chacun de notre côté, notre famille, nos enfants et tout, on changeait, on était en train de changer nos habitudes, revoir au fur et à mesure. Moi, j'ai 2 enfants, donc ça m'a fait déjà complètement revoir mon alimentation. Ensuite, je vis dans le 19e, donc j'ai été, il y a du local, il y a du vrac, il y a des gens inspirés qui nous font découvrir tout ça. Après, il y a le fait que j'ai pas été éduquée là-dedans, donc du coup, forcément, on va chercher aussi ce qu'on n'a pas eu. Voilà, et très vite, en fait, tout ce qu'on voyait dans la food et dans l'alimentation. Ah oui, puis j'ai oublié aussi le fait que j'aime beaucoup découvrir de nouveaux restos. Dès que je peux, c'est là où je dépense de l'argent. Et ce qui se passe en termes de cuisine, avec le redécouvrir le local, des cartes courtes, des circuits courts, redécouvrir les légumes. Tout ça, c'est inspirant. Ouais. Moi, j'ai arrêté de manger de la viande, de fumer, le coca, tout ça il y a 2 ans et demi. Ouais. Et du coup, en fait, en voyant la distance qu'il y avait entre la mode et l'alimentation, ça c'est intéressant parce qu'en fait, il y a peut-être quelque chose à faire. Et en creusant, j'ai vu, mais en fait, c'est pas qu'il y a quelque chose à faire, c'est qu'il faut faire peut-être tout différemment, en fait, donc sans orgueil, parce que on va pas réinventer la mode, la magie, le désir, tout ça. Par contre, la fabrication, l'explication, la transparence et le défi d'essayer de limiter l'empreinte écologique. On peut que la limiter parce qu'à partir du moment où on fabrique des habits, on pollue. C'est sûr. Mais au moins essayer de revoir notre façon de faire, ça c'est passionnant, quoi. Donc c'est comme ça que ça a démarré. Ok. Et justement, on commence par quoi quand on veut créer une marque donc responsable qui fait attention à tout ça, à notre empreinte, à la façon dont on fabrique, par qui, comment, par où on commence? Quelles sont les premières étapes? Par où vous avez commencé, vous? Alors, on s'est cultivé sur les matières. Parce que assez vite, on a compris que c'était la moitié de l'empreinte environnementale d'un vêtement. Donc, du coup, on s'est beaucoup renseigné là-dessus. Ce qui peut être un peu décourageant au début parce que tout crée de l'empreinte environnementale et puis et c'est très complexe.
notamment en fait remonter jusqu'à l'endroit où va pousser la matière première quand c'est une matière naturelle. C'est important parce qu'après il y a des problématiques de distance, donc de transport, donc d'émissions CO2, etc. Donc on a commencé par la partie matière, et puis ensuite il y avait des choses plus simples qui étaient du bon sens. Par exemple, fabriquer localement, c'était du bon sens. Non seulement parce que le local transport, il n'y a pas besoin d'avoir fait des hautes études pour se dire ça va être mieux, et puis aussi parce que nous ça nous permettait de faire des allers-retours beaucoup plus facilement pour contrôler où est-ce qu'on fabrique, surveiller la qualité, etc. Donc c'était évident. Voilà, donc je dirais la matière et puis le local, commencer par ça. Après, là où peut-être notre force ça a été de toujours équilibrer nos efforts sur cet aspect environnemental avec comment on construit une marque en fait. Enfin, on est avant tout une marque de mode en ligne. Donc du coup, c'est pas parce qu'on a des exigences fortes ou des engagements forts que il faut s'occuper que de ça en fait. C'est une partie de notre recette, c'est un composant clé sans lequel il n'y a pas Patine, mais on est une marque, donc ça veut dire qu'il faut avoir un positionnement super fort, il faut avoir une charte graphique, il faut savoir ce qu'on va raconter, il faut montrer visuellement son univers, il faut avoir un style qui est clair et qui donne envie, voilà. Et du coup je pense que c'est pas parce qu'on monte une marque green qu'il faut abandonner on monte avant tout une marque. C'est sûr. Et comment on combine justement tout ça, l'esthétisme, la responsabilité, le profit, quelle est la balance? Comment on arrive à trouver justement cet équilibre entre tout ça? En fait, une marque, de toute façon, c'est à chacun de fixer son ambition, sa vision. Donc du coup je peux donner aucune recette pour les autres. Ouais. Nous c'est sûr qu'on veut grandir, on est ambitieux en termes de taille, de croissance, et ça parce que aussi notre impact il sera plus fort à mesure qu'on a une part de marché un peu significative. Vu qu'on essaie d'équilibrer notre ambition de croissance et notre ambition d'impact environnemental, il faut pas qu'on arrive sur le marché en disant voilà l'occasion d'acheter plus, ça c'est débile. Par contre, c'est voilà comment acheter mieux. Donc à la place de ce t-shirt H&M que vous allez acheter 10 fois dans l'année ou 15 fois pour une soirée, un petit top blanc, celui-là je l'ai pas avec une côte machin, prenez-en un peu moins et ils sont super beaux et voilà. Donc c'est vraiment piquer des parts de marché en fait, et je pense qu'on est tellement petit qu'on peut en prendre un tout petit peu sans que ça se voit. Donc voilà, nous on a cette ambition. Après quand on veut se développer, il faut faire du chiffre d'affaires, il faut faire de la marge, c'est important, c'est la vie même. Il faut être rentable pour pouvoir grandir, embaucher des gens, faire des choses encore plus belles, ouvrir des nouveaux projets ambitieux. Nous on a très envie que la marque elle soit surtout pas un jour juste des boutiques avec des rayonnages, mais des lieux de vie, des expériences. On voudrait faire un summer camp, on voudrait faire plein de choses. Ça requiert des moyens, ça requiert d'avoir des talents avec nous. Donc pour ça, il faut gagner de l'argent, c'est évident. Ensuite, une manière d'équilibrer, c'est d'avoir des engagements, des valeurs les plus concrets possibles, donc rédigés de manière super claire. Chiffrés parfois, et qui du coup font partie des fondamentaux sur lesquels si on se fait un pacte, on dit ça bougera pas. Ça permet de rester fidèle à notre vision de départ, et puis de gagner plein de temps aussi, parce que quand par exemple on décide Patine on fera jamais de coton conventionnel, il y a plein de moments dans lesquels en fait on pourrait en discuter, parce que finalement je sais pas, là il y a le par ailleurs c'est fabriqué dans le local, voilà. Quand on a fixé des règles qui sont claires, après au moment où on doit prendre la décision, on n'a plus à tortiller des heures sur une colonne plus moins, qu'est-ce qu'on fait, puis pendant ce temps-là on perd du temps. On dit non, ça on avait décidé que non, donc on bouge pas. Donc voilà. Et après nous, des indicateurs chiffrés par exemple, on a choisi 3, c'est les émissions de CO2, donc la pollution de l'air, la pollution de l'eau.
l'eutrophisation s'appelle, c'est un peu barbare, et puis le volume d'eau consommé. Et ces 3 indicateurs, on calcule du coup quand on fabrique une matière, et donc quand on fabrique un vêtement, l'impact environnemental sur ces 3 indicateurs par rapport à un vêtement conventionnel du marché. Okay. Et ça, du coup, c'est un guide chiffré extrêmement facile à appliquer une fois qu'on l'a. Et ça évite justement de, à un moment donné, prendre une décision qui serait bonne pour le chiffre à court terme et mauvaise pour ses indicateurs. D'accord. De toute façon, notre marque, elle a pas de... Enfin, une marque, elle vit parce qu'elle propose quelque chose qui est différent. Donc, si c'est pour revenir à faire la même chose que tout le monde et s'aborder nos valeurs, on n'a pas de futur. Donc, peut-être qu'à court terme, ça pourrait faire du chiffre, mais à long terme, ça n'a aucun sens. On est là pour construire proposer un style de vie patine un peu différent et c'est ça qui porte le projet. Donc, Ok. Et d'ailleurs, je vais le préciser parce que tu parlais des indicateurs, parce que j'ai regardé sur le site. Donc en moyenne, parce que j'imagine que c'est différent pour chaque vêtement, mais en moyenne, j'ai regardé. Donc un t-shirt patine, c'est 160 litres d'eau économisée par rapport à un t-shirt standard en coton tout simple, quoi, en coton classique. Et c'est l'équivalent d'une baignoire et c'est 2 fois moins de CO2 rejeté. C'est ça, en moyenne. 9, exactement. Et donc, vous calculez ça avec votre partenaire qui est Cycleco ? Ouais, ok. Donc c'est bien ça. Moi, je voulais juste le préciser comme ça. C'est bien d'avoir des chiffres. C'est vrai que c'est hyper important parce qu'on se rend compte, en fait, même quand vous comparez avec une baignoire, enfin, je trouve que c'est hyper, on voit quoi, en fait. Et d'ailleurs, une baignoire, c'est aussi, c'est bien et c'est pas bien parce que, en fait, par exemple, sur les émissions de CO2, on est vraiment content. Sur la pollution de l'eau, on est vraiment content. Sur l'utilisation de l'eau, on pourrait faire encore mieux. C'est là où, justement, il faut avoir une vision claire entre nos partis pris de style, un bon balancier pour patine entre l'écologie, la qualité et le style. Et par exemple, le coton, juste le coton consomme beaucoup d'eau. Donc c'est pour ça qu'on a choisi, on utilise un fil qui a 40% de coton recyclé. C'est là qu'on peut faire des économies d'eau, pas sur le coton bio parce que ça utilise quasiment, même pareil, autant d'eau que du coton conventionnel. Mais pour faire un produit un t-shirt qui était épais, qui a un bon tombé et qui vrille pas, et donc du coup qui va bien vieillir, qu'on imagine bien dans une boutique vintage dans 10 ans. Aujourd'hui, on arrivait à ça avec le coton. On a fait, pour info, on a beaucoup travaillé sur du chanvre. Au début, on voulait lancer direct en chanvre. Et puis, on était non, mais bon, on arrivera à expliquer que c'est pas que pour les cracheurs de feu. Et en fait, on a abandonné parce que il y avait 2 soucis. C'est déjà, pour l'instant, il vient uniquement de Chine. Donc, en termes c'est très difficile à justifier, même s'il y a des trucs super qui viennent de Chine, mais on se rajoutait un peu de complexité. Et puis aussi, ça avait pas le style, du coup, de tomber qu'on voulait, et on n'arrivait pas à projeter dans les tests techniques qu'on faisait que ça allait être super joli dans 10 ans. Donc du coup on a dit aujourd'hui le bon compromis, le bon équilibre entre écologie, style et qualité, ça va être ce coton bio recyclé épais. Et puis ça n'empêche pas de travailler sur des nouveaux projets avec des nouvelles matières qui seront encore plus puissantes qu'une baignoire pour la partie économie d'eau. Quoi. Et justement, comment vous les avez trouvées toutes ces matières ? J'imagine c'est pas mal de temps de recherche, mais comment vous êtes tombé sur ce coton, à savoir entre avoir une partie recyclée et une partie bio? Comment vous avez trouvé toutes vos matières? En tâtonnant, en appelant les salons. Enfin, franchement, le Première Vision, c'est un super première plongée, un premier exercice pour une marque qui se lance, parce que on voit autant ce qu'on veut faire que pas faire, et puis surtout humainement. On a rencontré directement des confectionneurs ou des tricoteurs pour la matière qui se déplacent, et il y a des gens avec qui ça fit, et puis avec qui on arrive à expliquer, parce que quand on arrive sur ce marché, on était personne, donc il faut trouver des gens qui ont envie de nous faire confiance, alors qu'on va faire une petite commande, que peut-être ça va pas marcher, qu'ils en ont déjà vu 50 comme nous, et donc du coup il faut c'est humainement, en allant à la rencontre des industriels, en fait. Okay. Il faut en plus, c'est vraiment l'industrie l'industrie ou les artisans, ça dépend de ce qu'on veut fabriquer comme habit et comme produit, mais le savoir-faire, il est là, donc l'idée c'est d'avoir une idée très claire de notre ambition et nos envies de style, mais après de faire confiance en allant à la découverte des innovations,
de ceux qui font. Ouais. Et votre usine, vous l'avez trouvée comment? Et puis comment se passe la relation? Donc c'est au Portugal, c'est ça, tu disais? Ouais. Et donc comment vous avez fait pour rencontrer ces personnes-là et pour trouver cette usine? Et puis est-ce que vous y allez souvent? Comment ça se passe concrètement? Alors on a 2 partenaires pour la maille, donc pour tout ce qui est t-shirt et sweatshirt actuellement. On a notre tricoteur dans la région de Porto et on a notre confectionneur, pareil, pas loin de Porto. On y va à peu près tous les 2 mois. Et ça se passe super bien. Non mais vraiment, c'est la clé en fait, parce que c'est eux qui peuvent nous faire qui tiennent la qualité. Donc nous on peut ne pas sortir un produit qui est pas qualitatif, mais juste on perd du temps et de l'argent. Donc c'est indispensable d'avoir des partenaires qui ont compris notre projet et qui nous soutiennent. Et donc oui, on est d'un côté en fait on fait tricoter nos matières à partir d'un fil justement qui est ce fameux fil bio recyclé, qui est fait à partir d'un coton qui pousse en Turquie. Et après on a effectivement un seul partenaire avec une dame qui s'appelle Anna et qui nous sauve régulièrement la vie parce qu'elle fait attention à tout. Elle laisse rien passer. On fait beaucoup de Skype aussi. Ça on a mis longtemps à comprendre, mais en fait à force de s'envoyer des schémas un peu pourris sur là le col il tombe bizarre et des photos un peu floues, en fait Skype ça aide aussi beaucoup entre 2 voyages pour se montrer les choses. Et voilà, cette personne en particulier est très patiente parce qu'on démarre aussi, donc on n'est pas forcément aussi carré, clair, on apprend. Donc voilà. Et aussi d'ailleurs on a fait au début, pour les sweatshirts, on était allé voir un autre partenaire qui nous avait complètement bluffé, avec une qualité incroyable. Et en fait, ils étaient trop gros pour nous et on a mis 3 mois à le comprendre. Je pense que c'est important aussi de conseiller c'est bien d'aller voir des gens petits quand on est petit en fait. C'est peut-être qu'on peut être un peu fier d'aller voir des gros sauf qu'en fait il faut trouver des partenaires adaptés à notre taille qui vont avoir le temps pour nous et la patience. Et donc voilà. Après, c'est vraiment très spécialisé. Donc pour le denim, par exemple, on a une autre chaîne de fabrication. C'est d'autres partenaires, aussi bien pour la matière que pour la confection. Chaque catégorie d'habits a ses défis en termes de sourcing. Ok. Voilà. Ouais, j'imagine que c'est pas, vous pouvez pas tout faire au même endroit. Pas du tout. Ouais. Ok. Et aussi, je crois que voilà, je pense qu'il y a beaucoup de marques qui travaillent aussi de manière fidèle avec leurs partenaires parce que ça fait gagner un temps fou et puis au fur et à mesure on installe un standard de qualité et il faut le sortir aussi, j'imagine. Exactement. Voilà, ce qui est pas forcément le cas toujours dans des marques plutôt basées sur le prix où la négociation de 20 centimes sur le coût de fabrication va avoir une importance telle à la fin sur le prix final que d'autres marques vont aller au plus offrant et donc c'est ça aussi qui rend la qualité instable d'un pull à l'autre, d'un t-shirt à l'autre. Même sur un reconduit, on achète une année un truc et puis on se dit l'année d'après je comprends pas, ça allait hyper bien, j'ai acheté la même taille. Voilà. Parfois c'est juste que le confectionneur a changé ou le lot de matière vient pas du même endroit. Voilà, donc cette stabilité, elle est aussi, ça fait qu'on va pas renégocier les prix aussi toutes les 3 minutes, donc on n'est pas forcément pas forcément les meilleures marges, mais on a une qualité qui se tient. Et j'ai vu aussi dans ta bio, donc sur le site de Patine, tu dis: j'ai cru longtemps que Zara était la meilleure invention de notre génération. Et donc, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? M'informer, en fait. Ouais. Oui, alors bon, quand même, j'avais 13 ans quand Zara est arrivé, donc on me pardonne, mais oui, déjà moi je trouvais ça génial parce que j'avais l'impression d'être super à la mode et que ma maman était d'accord pour m'acheter des trucs de temps en temps pour aller me battre dans l'arène du collège, qui peut être dur. Voilà, je me souviens de Doc Martens rouge vernis notamment qui m'ont fait 2-3 hivers super. Et oui, c'est vrai qu'il y a un côté, en fait, quand on creuse pas, il y a un côté magique de pouvoir avoir des super fringues, des super looks qui ressemblent à ce qu'on voit dans les magazines, parce qu'il n'y a pas de blog encore à l'époque, mais à un prix qui est accessible, ça paraît génial en fait. Ouais, c'est sûr. Et du coup, et oui, je pense que quand on prend pas la distance de se dire ouais mais ok, c'est difficile de faire cet exercice de prendre du recul. Et voilà. Et après avec la maturité.
l'information aussi je trouve qu'on est de plus en plus, enfin ce sujet est de plus en plus aussi traité par les journalistes comme toi et avec beaucoup d'intelligence et donc du coup on ouvre les yeux peu à peu et moi je trouvais ça de moins en moins glorieux de dire je sais pas si tu te rappelles, je sais pas si tu as connu ça, mais il y a 10 ans, j'étais hyper fière quand on me disait genre c'est canon ça, j'étais Zara, genre comme si on avait eu un espèce de, on était des génies quoi, on avait une fulgurance, on avait repéré le truc cool et en plus on n'avait pas payé cher quoi. Donc il y avait un côté un peu. C'est exactement ça, genre on a réussi à le trouver dans la multitude de vêtements du magasin Zara. Et puis on s'est pas fait avoir, on l'a pas payé 300 balles dans un marque comme ça et on a la bonne dégaine tout ça. Et en fait je trouve cette fierté là elle existe plus trop parce qu'en fait non en fait c'est assez facile d'aller chez tout a été fait pour que justement on prenne que ça soit super cool, super désirable, les photos sont dingues. Enfin voilà, donc quelle fierté en retirer à part bof quoi, parce que voilà, ça plus un peu la gueule de bois de je mets un truc 3 fois et puis il ressemble plus à rien, ça c'est un peu voilà, être super cool le temps d'une soirée, franchement, il y a un moment où c'est nul quoi. Les habits s'entassent, qu'est-ce qu'on en fait? Enfin, on se retrouve tous à vendre des trucs qui ont plus de valeur sur les Vinted, dressing. Enfin, c'est absurde. Et puis aussi, enfin moi j'avais toujours eu le vintage, les habits de ma grand-mère, donc ça collait pas. Donc au début en fait, j'avais une fierté de savoir mixer tout ça. Genre, ça c'est une petite jupe Zara adorée avec voilà. Puis après je dis finalement la jupe Zara, on s'en fout quoi. Enfin et donc voilà, moi j'ai décidé d'être plutôt radicale, donc de complètement arrêter. Je trouvais ça plus cohérent avec ce qu'on était en train de monter. Ça c'était au tout début de la réflexion de Patine. Après je comprends très très bien que des filles achètent de temps en temps. Enfin tout est une question de mesure. C'est vrai. Ouais. Voilà, il faut juste savoir que effectivement c'est pas de la super qualité, c'est pas possible à ce prix-là, ça n'existe pas. Enfin tout comme une boîte de caviar à 10 €, on nous ment. Donc du coup c'est un peu dur il y a un parce truc que quelque part qui colle pas. Voilà, ça marche pas, l'addition marche pas. Et puis savoir qu'on va en avoir marre de toute façon fatalement. En fait, pour le vêtement sur 20 qu'on va adorer et mettre usé, enfin, on en a tous quelques-uns. Moi, je sais que j'ai une robe H&M, j'ai acheté, je sais pas, dans les années 2000, elle est toujours géniale, l'été, super, mais au prix de combien qui sont partis en dons. Et puis aussi, on a compris comment, enfin, on s'est intéressé à les bornes, le relais, éco-TLC, donc comment sont revalorisés les textiles, parce que la France est plutôt bonne, on peut être bien meilleur, mais il y a quand même une bonne partie du textile qui part en recyclage, il faut faire encore plus. Mais le drame, c'est que les vêtements qui partent maintenant au recyclage sont justement des vêtements avec beaucoup moins de valeur qu'avant parce que les matières sont assez pourries, mélangées, donc très difficiles à recycler, mal fait. Ils existent en profusion et il n'y a pas tant de différence entre le prix du coup de seconde main du prix première main. Donc tout ça a peu de valeur et à tel point que avant on pouvait financer les salaires des gens qui travaillaient sur le recyclage avec la vente la valeur des produits qui étaient recyclés. Aujourd'hui on peut plus. Il y a besoin des subventions, donc des taxes qui sont payées par les marques, qu'elles sont obligées de payer en France parce que ça ne suffit plus de financer avec les produits qui ont plus de valeur. Okay. C'est normal en fait. C'est quand t'as quelque chose a de la valeur, on peut sa valeur sûr. Elle dure dans le temps, on peut toujours en faire quelque chose, le revaloriser justement. Quand au départ ça vaut rien, ça vaudra encore moins rien, encore plus rien à la fin. Donc voilà. Okay. Et est-ce que tu te souviens du moment précis où tu as pris conscience des dérives de la mode? Est-ce qu'il y a eu un événement, un film, un livre, je sais pas, qui t'a marqué, ou est-ce que ça a été vraiment tout ce que tu nous racontes, le cheminement, petit à petit, de creuser, les infos que tu as pu trouver? Non, ça a été assez continu et assez personnel par rapport à mon ambivalence en fait d'adorer les habits et en même temps de me sentir de plus en plus oh là là mais arrête de faire voilà. Et après il y a eu quand même de True Cost. Le True Cost, j'ai grâce à Netflix parce que j'ai là-dessus. Ça m'a vraiment choquée en fait. Un peu comme ça a été mon Conspiracy de la mode quoi. Il y a eu Conspiracy pour arrêter la viande et il y a eu le True Cost pour les vêtements. Pour les vêtements. D'accord. Ouais. Ça t'a marqué. Ouais. Et alors je voudrais le rappeler parce que je pense que c'est important et j'ai vu ça sur le site de Patine. Vous boycottez le polyester et le polyamide fabriqués à base de pétrole, la viscose dont le procédé de fabrication pollue l'environnement, le coton ordinaire
on l'a dit, qui consomment beaucoup trop d'eau et des pesticides, et le sablage des jeans qui provoque des maladies respiratoires terribles à ceux qui le pratiquent. Tout ça pour vieillir artificiellement les jeans. Donc moi je connaissais pas le sablage des jeans. Ouais. Peut-être que tu peux nous en parler parce que je crois pas que ce soit très connu. Pour les gens dans la vie quotidienne. Oui, alors ça c'est des exemples effectivement voilà. Et après c'est pas tout gris ou tout noir, c'est-à-dire que par exemple les matières recyclées, nous pour l'instant en fait il faut nos engagements ils doivent aussi se durcir à mesure que la technologie avance pour inventer des matières encore plus responsables, parce que encore une fois en fait, le mieux, ça serait de rien fabriquer du tout. C'est sûr, mais après, il faut quand même qu'on se fasse plaisir aussi de temps en temps. Et puis, à partir du moment où on monte une marque de mode, on monte une marque de mode. Mais du coup, pour arriver à avoir ce balancier ce bon style et super qualité, parfois, il y a des choix qui seraient peut-être moins éco-friendly que, je sais pas, faire du 100% lin France sur une veste, sauf que ça correspondra pas à ce qu'on imagine et on saura pas forcément le traiter pour que ça dure longtemps. Voilà, donc cette liste, elle va forcément évoluer. Bien sûr. Après, pour répondre à ta question sur les jeans, oui. Alors, en fait, le sablage, heureusement, c'est de plus en plus de marques essaient l'arrêtent. D'accord. Mais en fait, il faut projeter. C'est tout bête. On projette du sable, des produits à haute puissance comme un Karcher pour faire des effets de délavage sur les jeans. Sauf que ça envoie des micros des produits sur les personnes qui pratiquent, exactement, c'est dégoûtant quoi. Et puis surtout ça on les respire, on les ingère, donc c'est très mauvais. Donc il y a d'autres techniques aujourd'hui. Nous par exemple pour les jeans qui vont sortir donc en janvier, ça c'est un projet qui nous a vraiment occupé parce moi que j'ai hâte personnellement. Oui, moi aussi j'ai peur en même temps. J'imagine. Mais oui, donc en fait il y avait déjà une contradiction avec au-delà du fait que des moustaches sur un jean c'est quand même super moche, si c'est pas extrêmement bien fait, un vieillissement artificiel, c'est assez cheap, et puis en plus c'est assez bizarre de dire vous allez patiner votre jean, on est patine, et puis tenez il est déjà vieilli, il a des trous quoi. Donc voilà, donc ça c'était pas possible. Après on a quand même besoin nous de délaver nos jeans pour les couleurs, puisqu'on part d'un indigo, donc nous on part d'une couleur, et puis après si on veut faire des tonalités plus claires il faut les éclaircir. D'accord. Donc les laver, voilà. Et donc nous on a choisi des traitements qui sont à l'ozone et du coup qui n'utilisent pas de méthode soit justement avec des projections de choses qui seraient dangereuses pour la respiration de ceux qui les font, ou alors qui utiliseraient beaucoup d'eau, parce que souvent c'est aussi une étape qui va utiliser beaucoup d'eau. Donc ça on l'a squeezé. D'accord, très bien. C'est intéressant. On a hâte de voir ces jeans alors. Oui, moi aussi. Ouais, j'imagine que c'est toujours un peu stressant quand on lance un nouveau produit, un nouveau projet. Ouais, puis celui-là, on a mis vraiment, on y a mis beaucoup de cœur, beaucoup de travail. C'était dur. On a mis beaucoup de temps à trouver la bonne matière. Au début, on a sorti un jean qui allait pas, en fait, enfin on n'a pas sorti, mais on a le prototype, on est reparti de zéro parce que la matière avait pas une tenue comme on voulait, donc il a fallu recommencer. Et puis finalement, on arrive avec quelque chose que on en est hyper content. Et du coup, j'espère que ça va rencontrer son public. Ça c'est janvier, fin janvier. Ok, très bien. On prend le rendez-vous alors. Et je trouve que vous allez aussi encore plus loin dans le côté responsable et de vos valeurs, parce que vous reversez, si je dis pas de bêtises, une partie de votre chiffre d'affaires à l'association La Cravate Solidaire. Est-ce que tu peux nous parler de ce partenariat? Comment il est né? Pourquoi cette association-là plutôt qu'une autre? Alors, quand on a lancé Patine, on disait de toute façon, il faudra
comment on fait pour vraiment se sentir utile avec le vêtement. Du coup, on a un petit peu regardé quelles associations faisaient déjà un travail autour du vêtement avec un impact social. On peut pas tout faire quand on lance une marque, donc ça aurait été un peu présomptueux de dire on va nous-mêmes monter ça. Peut-être un jour quand on sera plus gros, on pourra avoir notre fondation, notre partie associative, mais pour l'instant c'était pas du tout le possible. Et en fait, on a été touché par un reportage, je crois que c'était France 3 sur la cravate solidaire qui fait de la réinsertion en fait des chômeurs de longue durée grâce aux vêtements et en relookant en fait avant un entretien. Et c'est aussi c'est à la fois lié à un retour aussi à l'élégance, la dignité, reprendre soin de soi et se sentir encore une fois en confiance à l'extérieur pour donner l'énergie de l'intérieur. Donc ça, on trouvait ça super. Et en plus, c'est l'occasion pour eux de faire du coaching, d'entretien, de revoir les CV, et puis juste aussi de socialiser des gens qui ont peut-être pas parlé de boulot pendant longtemps et doivent reprendre confiance en eux. Donc ça, c'est incroyable comme enfin ils font un boulot dingue et donc Nicolas, mon associé, il fait de temps en temps une demi-journée là-bas pour faire lui-même faire passer des entretiens blancs ou du coaching de CV. Donc ça c'est super. Et puis après nous c'est choisir que on aura toujours une petite partie de notre chiffre d'affaires qui sera faire attention à ce que dans notre bilan économique, dans notre gestion, on gardera toujours une partie de nos profits pour soutenir des associations. Voilà. Après, t'as bien regardé le site parce qu'on le crie pas non plus non, méga fort. Effectivement, c'est pas du tout mis en avant sur le site particulièrement. Parce que pour l'instant c'est bien, mais c'est très petit comme impact et puis. On va pas non plus en faire des caisses. Non, c'est pas du tout votre axe de communication, mais je trouvais ça intéressant. Mais effectivement, j'ai bien regardé le site, c'est clair. Pour mieux vous connaître. Et justement, sur le site, j'ai vu aussi que on peut lire: nous pensons que la mode durable doit toujours rimer avec désirable. Et moi, je me demandais, est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, la mode durable, elle a encore ce problème-là d'avoir cette image un peu, parce qu'on dit souvent, on a l'impression que c'est un peu pour les hippies, tout ça, tu vois, d'avoir une image un peu écornée et de pas correspondre à la réalité, en fait. Je pense que ça change très très vite parce que on est tous un peu en crise de sens et on a de moins en moins envie de consommer parce qu'il y a tout. Donc du coup, quand une marque arrive à expliquer de manière sincère et claire à quoi elle contribue au-delà du plaisir d'avoir un cool habit, je pense que maintenant les gens sont de plus en plus réceptifs à ça et même en demande en fait en exigence de je veux savoir où ça a été fait, ce qui est vraiment très bien. Il y a une partie des marques green dont on fait partie, je pense qu'on se voit plutôt comme des pionnier d'un nouveau standard, d'un nouveau normal. On se dit que dans 20 ans, 30 ans, ce qu'on fait là sera la norme. Et c'est ça le but. Et c'est pour ça que qu'on est là pour faire une marque et pas juste être les pionniers du green, parce que ça sera le nouveau standard dans 30 ans, sauf que ce qui nous distinguera, c'est Ed Patine, c'est nos valeurs, c'est notre style, nos émotions, notre mood board, nos envies, notre personnalité en fait, comme une personne. Et du coup, notre personnalité, c'est pas que le green en fait. Ça, c'est nos engagements, mais on peut pas être résumé à ça. Donc du coup, voilà, peut-être que ce qui est en train de passer, c'est des marques 100% axées sur juste le green. Okay. Pas forcément toujours historiquement montées par des passionnés de mode aussi. Et leur cause est extrêmement louable et il y a pas de sujet, mais à un moment donné il faut s'entourer aussi soit s'entourer de gens dont c'est le moteur, cette partie désir, amour du produit, du design, ou alors parce que c'est de la mode. C'est sûr, ça restera de la mode de toute façon. Et après je pense que nous on veut pas être la famille des marques green, elle est sympathique, mais c'est pas, je pense que c'est pas en se coupant,
on s'ostracise aussi un petit peu en se faisant identifier que comme ça. C'est vrai. Et on est avant tout encore une fois une marque avec des valeurs. Il y a des marques qui vont avoir des valeurs sur autre chose, pas le green, mais qui vont avoir, je sais pas, comme tu dis, un soutien de l'artisanat dans une région d'Afrique qui les touche, où chacun fait son histoire. Et voilà, donc du coup, je pense que il faut pas non plus surinvestir le côté les marques durables, parce que c'est bien, ça donne de la visibilité, et aussi ça isole un peu, je trouve. Ouais. Bah, c'est vrai que j'en discutais aussi avec une invitée qui me disait faut pas qu'on soit mise dans la catégorie de voilà, parce que sinon on est rien d'autre, alors que c'est faux, c'est quoi. Ça. Ouais, exactement. C'est peut-être aussi une défense. Non, mais je vais et puis en plus ça doit devenir devenir normal en fait. Donc il y a plus besoin de distinguer une marque qui va être responsable d'une autre marque, parce que finalement il faudrait que dans l'idéal toutes les marques aient des valeurs, et puis c'est peut-être aussi une manière de se défendre des marques qui les sont pas. De nous faire croire qu'on est à part, mais en fait non, on est le nouveau cool. C'est ça, exactement. Mais je suis d'accord avec toi. Et pour parler aussi un petit peu de toi, pour mieux te connaître, qu'est-ce que tu as appris sur toi en lançant Patine ? Ça, c'est la question que j'aurais dû préparer. Tu peux prendre le temps de réfléchir, il n'y a pas de... Justement, j'étais être dans l'action tout le temps. Être dans l'action tout le temps, du coup être capable de prendre des décisions vite et cocher des choses rapidement, parce que moi, quelle que soit la taille de projet, je peux le faire en 1 mois, 1 an. Enfin, j'aime beaucoup m'étaler, quoi. Prendre le temps. Et donc du coup, c'est pas possible quand on monte une boîte. Donc apprendre à justement resserrer un petit peu le rétro-planning. Et donc j'ai appris que c'était très difficile, mais que je pouvais le faire un peu quand même. Et après, j'ai appris que je ferais plus jamais de compromis sur faire quelque chose que j'adore, en fait, parce que c'est génial de faire exactement un truc qui nous ressemble, et du coup c'est très difficile de revenir de ça. Donc du coup je sais pas combien de temps durera Patine. J'espère très longtemps, mais si c'est pas le cas, ça sera un autre projet qui a qui est complètement aligné avec qui je suis, parce que je trouve que c'est génial, et aussi que j'ai toujours aimé quand il y a pas trop de quand il y a un prolongement entre le travail et la vie perso. J'ai jamais fait autant de rencontres même de personnes dans le boulot qui sont devenues des amis, parce que on est animés chacun par notre truc, on s'en parle, et puis c'est génial, et puis finalement on se rappelle, on fait des trucs ensemble, et puis j'adore ça, quoi. Et voilà, donc ça c'est super. J'ai découvert que j'aimais bien parler en public, alors que j'en étais pas sûre, et je suis pas très toujours c'est pas encore très puissant, parce que pas c'est évident, difficile, en plus, comme exercice. Moi je suis pas très fan, donc en fait c'est bizarre, il y a un côté moi je suis très émotive, donc c'était très dur de gérer cette émotion, mais une fois que je l'ai passée, arriver à transmettre un truc qu'on a vraiment dans le ventre, ça fait vraiment beaucoup de bien, quoi. Donc ça aussi, j'ai découvert que je pouvais peut-être essayer de dans mon boulot, à force si Patine grandit et que j'ai plus de temps dans le futur, passer du temps justement à peut-être soutenir des causes qui me tiennent à cœur. Voilà, ça me plaît, quoi. Voilà, donc et puis aussi peut-être me libérer créativement, parce que j'étais un peu frustrée justement avec mes 1000 tableaux Pinterest et mes classeurs, à me dire mais j'ai des idées, avec des réflexes bêtes, de voir un truc et sortir dans une autre marque et me dire mais j'y ai pensé, et c'est idiot, c'est que du négatif ou de la frustration, et là transformer tout ça en positif et dire allez, j'ose. C'est très humble pour l'instant, si je lance cette couleur alors que elle est bizarre, ou alors mais moi j'y crois, ou alors quand on va faire des robes, justement, ça va être de plus en plus kiffant, quoi, créativement. Et ça, c'est une libération aussi quand voilà, moi j'ai toujours eu ça en moi, mais je savais pas comment l'exprimer, et du coup le pouvoir le faire là, c'est trop bien. Ok, c'est chouette. Et alors, rien à voir avec ma question précédente, parfois mes questions sont un peu dans le désordre, mais j'ai lu dans une interview que quand on t'a posé la question qu'est-ce que tu ferais si tu pouvais retourner dans les années 90, tu as répondu je m'aimerais plus. Tu te souviens de ça? Pourquoi? Non, mais je pense que oui, je trouve que l'adolescence, on se laisse trop emporter par le regard des autres, alors que justement, si on reste sur le sujet de la mode, ça doit être une manière d'exprimer qui on est à l'intérieur, plutôt que de se
conformer. Alors c'est facile à dire, de temps en temps c'était quand même bien pratique d'avoir la bonne paire de Converse du moment. Voilà, on peut pas tous, enfin il y a des règles du jeu qu'on peut pas changer tout seul, mais c'est vrai que je pense que je m'encombrais beaucoup trop du regard des autres, et aussi encore plus en étant une fille. Et je me suis dit, on en parlait encore hier avec ma cousine, on se disait que à notre âge, dans les années 90, il y avait pas toute cette il y avait beaucoup moins d'informations pour les ados, les jeunes filles sur se connaître, se sentir égal des garçons. Enfin, je vais à la bibliothèque municipale avec mon fils de 7 ans, et il y a plein de livres que je vois pour les pré-ados et les ados, rien que sur comment être fier de ses règles. Enfin, je sais pas, je me dis mais j'aurais adoré qu'il y ait ça à ma bibliothèque quand j'étais petite. Enfin, et du coup, c'est vrai que je pense que je suis plus vigilante pour ma fille, pour même l'éducation de mon fils vis-à-vis des femmes, pour justement que ce passage de l'adolescence se passe bien dans le futur, parce que voilà, je trouve que c'est une période c'est vrai, vraiment pas évidente. Voilà, mais bon, en même temps, toutes les ados qui vivent ça difficilement, il faut leur dire que c'est super qu'un jour on peut utiliser tout ce qu'elles tous les soirs où elles n'auront pas osé aller à cette boum, où elles seraient sur leur lit en train de lire Maupassant. Un jour ça va leur servir, donc c'est pas grave. Ok, très bien. Et alors quels sont tes futurs projets? Donc avec Patine, on en a rapidement parlé parce qu'il y a les jeans qui sortent bientôt, mais même personnel, professionnel. Oui, alors on va partir en vacances pour Noël. Oui, nos projets, c'est vraiment le lancement du denim, c'est la grande catégorie. Là, on a sur la partie t-shirt, sweatshirt, on a vraiment là c'est la première vraie saison du sweatshirt, parce qu'on avait lancé un peu au début du printemps. C'est pas génial, mais bon, on fait comme on peut. C'était long de développer la matière, et là on voit que cette catégorie, ces produits-là, ils décollent. Ils ont vraiment trouvé leur public cet hiver. C'est trop bien. Donc continuer à faire grandir ça. Okay. Les t-shirts, on a des collabs qui vont arriver. On a des nouvelles histoires. On a été soutenu pas mal par les Galeries Lafayette aussi, que je peux signaler, avec leur initiative Go for Good, qui est vraiment moi que j'ai trouvé assez bluffante à l'échelle d'un grand groupe, et qui n'était pas juste un coup d'un jour, mais qui vont soutenir maintenant dans leur ambition toute l'année. Donc essayer de voir comment au-delà de notre vente en ligne, on peut faire connaître Patine par le biais de collab, de pop-up, etc. Et puis il y a ce lieu, parce que là on est donc dans notre studio, là où on travaille, mais on l'a aménagé pour qu'on puisse recevoir les gens, et ça c'est génial, parce qu'on va pouvoir commencer je te proposerai d'ailleurs, on va commencer des talks le matin, des cycles pour faire des petits déj inspirants. On va pouvoir faire essayer les jeans sur rendez-vous avec ses copines, avec un planning en ligne sur le site. Donc on va pouvoir faire plein de choses ici. Donc ça va pas mal nous occuper. Et puis voilà, on a 2-3 surprises aussi, parce que on peut pas tout dire non plus. Il faut garder un peu de plaisir. Oui, évidemment. Voilà. Et j'ai lu aussi, et je trouvais ça marrant, mais que ton rêve c'est de chanter de la country à Nashville avec un chapeau et des chansons super romantiques. C'est toujours un rêve. Ouais, il est plus compliqué que le reste, mais bon, je le ferai peut-être à 60 ans, un peu dans une juste avec des amis. Ça va, j'aime bien. Ok. Et qu'est-ce qui t'inspire au quotidien, justement? Qu'est-ce qui te permet de créer Patine? Où est-ce que tu trouves ton inspiration? Dans mes 20 ans de un jour je ferai ça, déjà, parce que ça fait pas mal d'archives. Voilà. Après, un peu tout. Enfin, je suis admirative de plein de créateurs, plein de marques, et puis plein de. Je lis beaucoup. J'essaie de faire des expos. Je trouve que tout est inspirant, en fait. Bon à prendre, voilà. Il y a quelque chose qui t'a particulièrement marqué, peut-être un livre ou une expo dernièrement, ou c'est de façon générale? Je suis encore beaucoup dans IMSS. J'ai visité la maison il y a pas très longtemps de Charles et Ray IMSS à Pacific Palisades à Los Angeles, et je vois pas très bien ce qu'il y a de mieux après ça. Je suis complètement bloquée, quoi. Donc du coup, les couleurs, les typographies, la manière dont ils ont mis en scène des expositions à l'époque, tout ça continue à
m'a influencé pas mal. Après, récemment, non, c'est plutôt des séries télé. Je suis complètement folle de séries télé, donc du coup, il y a des choses, par exemple, la série Pause, qui se passe dans le milieu transsexuels et gays des années 80 à New York. Ouais. Et en fait, ils font des balles. C'est inexplicable, c'est génial. Il faut vraiment regarder cette série. Et en termes de vivier de mode des années 80, c'est juste la costumière de cette série. Il faut lui donner un Oscar. C'est pas un Golden Globe, je sais pas, parce que c'est vraiment génial. Elle a peut-être eu d'ailleurs. Pardon. Et du coup, ma dernière question, est-ce que tu as des modèles dans la vie ? Alors, je suis pas fan hystérique. Ça, c'était plutôt Patrick Bruel quand j'étais petite. Mais c'est passé, hein. On va rassurer tout le monde. Mais sinon, il y a des, par exemple, Emily Weiss pour Glossier, qui est pas une marque green en particulier, mais je trouve que d'un point de vue business, sa réussite est vraiment exemplaire. C'est vrai. Et en plus, elle est trop sympa. Et elle nous a dit que Patine était une belle marque. Et ça, du coup, ça a fait mon année, en fait. Voilà. Après, rien à voir. Angèle, par exemple, on lui voit un culte. Milena aussi, là, notre stagiaire, elle est complètement... Voilà. Et on l'a croisée pour de vrai aussi. Et elle a mis notre sweat. Donc, j'ai vu passer ça sur Instagram. Complètement incroyable. Et puis après, à l'époque, c'était plutôt Jenna Lyons, quand elle était encore à la tête de J.Crew. Je trouvais ça très, très intéressant, même si on est en train de parler presque de fast fashion. Et puis sinon, voilà, ça varie, mais Gloria Steinem, en ce moment, je suis complètement donc une féministe très connue des États-Unis. Où un livre a été traduit il y a quelques mois en français, qui est absolument génial, qui reprend en fait tous ces articles depuis les années 60 en fait. Donc et le premier chapitre, c'est son reportage où elle s'est fait passer pour une bunny girl dans des playmates quoi, pour justement essayer de comprendre comment on en vient là et quel mécanisme de pression des hommes sur les femmes, etc. C'est dingue. Enfin, et elle a aussi tout un chapitre sur si c'était les hommes qui avaient leurs règles, et elle explique à quel point ça serait incroyable et génial et porté au nu, et du coup ce serait une fierté. Enfin voilà, et c'est hyper drôle. Enfin voilà, c'est un livre où on peut piocher les chapitres. Et c'est ça. C'est vrai que voilà, elle a sillonné les États-Unis avec d'autres féministes pour aller motiver les femmes à créer des groupes ensemble d'entraide et se libérer. Et c'est fou quoi. Enfin c'est admirable. Très bien. Ouais, je noterai tout ça. Je rajouterai dans les notes de l'épisode. Écoute, merci beaucoup Charlotte de m'avoir accordé du temps. Très gentil à toi. Ravie, et ça tombe bien, là il y a le camion. C'est ça. On va s'arrêter là. Parfait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à Charlotte d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles, et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, n'oubliez pas de laisser 5 petites étoiles sur iTunes et de m'écrire des mots doux en commentaire. C'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @nouveaumodèle.podcast, ou abonnez-vous à notre newsletter sur le site internet nouveaumodellepodcast.com. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.